Merci. C'est pas une conférence sur La Rochelle. Non, c'est les garder, comme ça donne le temps pour tout le monde. Ça vous dérange pas. Non, monsieur. Bon, bah, écoutez, nous allons commencer cette table ronde sur la mobilité, croissance et respect de l'environnement sont-ils compatibles? Alors, quelques mots avant pour dire que l'homme est un nomade sédentaire ou un sédentaire nomade, c'est-à-dire qu'il a la bougeotte, il a une envie, dès un petit enfant avec son vélo, il va vouloir dépasser les limites imposées par ses parents. Donc la mobilité, c'est quelque chose d'important. Et la mobilité européenne, c'est une des causes majeures du réchauffement climatique, puisqu'il y a 25 à 30% des émissions de gaz à effet de serre qui sont produites par la mobilité européenne. L'Union européenne, et on le verra avec Madélie, a agi justement contre ces causes depuis l'apparition du livre blanc en 2011 sur les transports, maintenant le Green Deal, ça va être d'actualité. Mais comme dans toute classe, il y a des bons et des mauvais élèves. Par exemple, si on prend le fret ferroviaire, on s'aperçoit que la moyenne européenne, c'est le fret ferroviaire représente 18% des échanges de marchandises, la France 10%, mauvais élèves. Il y en a d'autres qui sont des bons élèves, mais voilà, on verra ça peut-être aussi un peu plus en détail. Après, alors le problème de la mobilité aussi, c'est que c'est pas un sujet qui mobilise les foules. Il y a une indifférence citoyenne vis-à-vis de la mobilité, sauf pour râler. Quand les trains ou les cars arrivent en retard, quand il y a une nouvelle infrastructure qui doit passer dans le jardin de quelques personnes, enfin tout ça fait qu'il n'y a pas de mobilisation pour, et donc les citoyens ne sont pas vraiment impliqués dans cette mobilité, ils ne s'y intéressent pas, encore une fois, sauf pour râler. Alors, c'est dommage parce que la mobilité, c'est ce qui nous relie, je veux dire, et nous qui sommes européens, il n'y aura pas d'Europe sans mobilité. C'est-à-dire qu'il faut que les citoyens européens puissent se déplacer, puissent se rencontrer, comme je dis toujours, mieux se connaître pour mieux s'apprécier. Cependant, la Covid nous oblige à revoir un peu cette mobilité et à nous poser des questions, parce que par exemple, il y a eu l'explosion du télétravail qui fait qu'il y aura peut-être moins de déplacements navetteurs. Il y a aussi cette peur de certaines personnes à reprendre le chemin des transports en commun et de rester, s'estimant mieux protégés dans la voiture. Donc, est-ce qu'on va vers une réduction de cette mobilité à un moment où on voulait la redéfinir? Alors les grands acteurs du transport, on les connaît, il y en a qui sont un peu sur la sellette, on va dire, dans cette ambiance post-Covid et surtout de réchauffement climatique. L'avion et la voiture individuelle, le camion, bien sûr, pour le transport des marchandises. Il y en a d'autres dont on nous promet la renaissance, c'est le rail, mais on nous promet tellement sa renaissance depuis, surtout au niveau du fret, depuis des décennies. Et ce que l'on voulait dire, c'est qu'il faudrait qu'on dépasse le temps des annonces pour arriver dans le concret. Parce que ça fait 40 ans, j'ai travaillé moi-même à Fret SNCF, et ça fait 30 à 40 ans qu'on disait qu'il faut mettre les marchandises sur le rail, et puis aujourd'hui, on en est encore très loin. Tout le monde se souvient du scandale du train Perpignan-Rungis, qui a justement ce train de primeurs qui amenait les primeurs directement du sud jusqu'à Rungis, et puis qui a dû être supprimé. Alors, nous sommes à la croisée des chemins au niveau de la mobilité, et donc l'Union européenne agit beaucoup en ce sens, mais parfois, encore une fois, les pays ne suivent pas forcément, et c'est un peu le cas de la France qui est à la traîne. Donc pour répondre à ces questions, 3 intervenants. Donc tout d'abord, Karima Delli, voilà, députée européenne pour la 3e fois, 3e mandat depuis 2009, et vice-présidente du mouvement européen, pour information, au titre d'Europe Écologie Les Verts. Voilà. Et donc, pour elle, l'Union européenne et les transports n'ont aucun secret. Ensuite, nous avons Olivier Monod, c'est ça? Monod, oui. Oui, oui. Alors là, c'est un acteur du transport, on va dire voyageur, qui est passé par la SNCF en étant directeur régional du TER en PACA, et qui vient qui a rejoint Transdev, justement, pour voir peut-être une autre manière de faire du transport collectif de voyageurs, notamment avec des cars, pas seulement du train, mais avec des cars et des trains.
Et donc, autant dire que vous êtes donc cet acteur du transport du quotidien, ces transports qui aujourd'hui, on le vend en poupe, mais il y a du boulot. Il y a du boulot, par exemple, on est à Troyes aujourd'hui et que Troyes fut une étoile ferroviaire et aujourd'hui c'est une étoile, il n'y a plus que 2 branches. Alors je ne sais pas si on peut encore appeler ça une étoile, mais enfin bon, il y a 2 branches parce qu'avant, de la gare de Troyes, on pouvait aller à Châtillon-sur-Seine, à Vitry-de-François, on pouvait aller à Reims, et même si aujourd'hui il y a des cars pour aller à Reims, néanmoins, quand on tape sur une application SNCF Troyes-Reims, ils nous font passer par Paris. Voilà. C'est la logique française, donc passer par Paris, c'est-à-dire qu'on fait 340 km au lieu de 160, et où on prend le bus que M. Monod exploite à travers Transdev, ou on prend sa voiture. Voilà, donc voilà, il y a du boulot, et donc bon courage. Et enfin, et je le remercie particulièrement, puisque M. Pierre Gilbert, qui a accepté de venir off the cuff, enfin très rapidement, parce que Madame Védrenne, qui devait être présente à cette table ronde, nous a fait, enfin n'a pas pu au dernier moment venir. Donc un double merci à Pierre Gilbert d'être là aujourd'hui. Alors qui est Pierre Gilbert? Voilà, parce que encore hier je ne vous connaissais pas, mais vous avez donc dirigé pendant plusieurs années la rubrique écologie des médias en ligne, Le Vent se lève. Et vous êtes l'auteur, pour l'Institut Rousseau, dont vous nous expliquerez ce que c'est cet Institut Rousseau, d'une note récente intitulée « Faire atterrir le grand déménagement du monde vers une mobilité post-carbone ». Et j'ai lu ça à 1h du matin, alors on a eu nos échanges hier, très intéressant, et donc on aura l'occasion d'en parler. Et donc vous avez fait aussi une note sur le financement de la transition avec des économistes, donc Gaël Giraud et Nicolas Dufresne. Et vous venez de publier un livre, Géomimétisme, réguler le changement climatique grâce à la nature, aux éditions Les Petits Matins, préfacé par Paul Giraud. Et donc professionnel, vous avez travaillé à diverses entreprises pour le maintien des armées, puis plusieurs entreprises du CAC 40 comme prospectiviste climatique. Voilà. Eh bien, je passe la parole à Karima Delib, là, pour 5 minutes. La règle du jeu, c'est ça, c'est chacun a 5 minutes pour un peu ce qu'évoque cette mobilité durable. Est-ce que c'est compatible avec l'environnement ou est-ce que la mobilité, définitivement, il faudra réduire nos déplacements? Bonjour, merci à toutes et à tous d'être là, même s'il fait très beau dehors. Juste pour vous dire que c'est une thématique aujourd'hui, les transports, qui est prioritaire au niveau européen, comme ça devrait l'être au niveau français. Pourquoi ? Les transports, c'est 30% des gaz à effet de serre, et c'est le seul secteur qui ne réduit pas ses gaz à effet de serre depuis 1990. C'est le premier secteur en France, c'est le premier aussi secteur, maintenant ça se joue, au niveau européen. Les transports, c'est quand même, et il faut le dire, l'arrivée aussi de problématiques sur lesquelles on en parle que quand il y a des pics, notamment ces fameux pics de pollution, notamment ça, la pollution, c'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU, c'est la maladie du 21e siècle. Les chiffres, on les regarde lorsque justement ils atteignent des dépassements d'indicateurs qui sont rouges, sauf qu'ils sont toujours là. En Europe, on compte 800 000 morts prématurées dues à la pollution de l'air. En France, on est passé de 47 000 à 67 000 morts prématurées chaque année. Pourquoi je dis ça? Parce que votre thématique aujourd'hui nous amène à réfléchir tous ensemble concrètement à une chose. Le dérèglement climatique est bien présent. Ce secteur des transports ne fait pas assez d'efforts, je vous le dis. Mais pourtant, nous sommes la première génération qui ressentons les effets des gaz à effet de serre, mais nous sommes la dernière génération qui pouvons y remédier. Nous sommes la dernière génération qui devons absolument changer de paradigme, changer de modèle. Nous ne pourrons plus avoir la même mobilité qu'il y a encore quelques années. Pourquoi je vous dis ça? Parce que jamais la mobilité au cœur de vos vies n'a été aussi présente. Vous avez, depuis ces dizaines d'années, vu apparaître dans vos modes de vie de mobilité, vous avez vu l'éruption de nouveaux modèles. On a parlé notamment de l'ubérisation de la mobilité. On a parlé aussi de la place de la voiture dans la ville. De plus en plus, il n'y a pas un jour où on ne parle pas de cette place de la voiture dans les villes. Vous avez vu partout l'arrivée du vélo, l'arrivée des trottinettes, et puis nous avons eu ce conflit qu'on appelle les
Gilets jaunes, qui a montré, à partir de la taxe carburant, mais c'était bien beaucoup plus profond que juste la taxe carbone, comme on dit, hein, qui a montré que justement la mobilité est au cœur des enjeux, et je le dis ici en France, comme je le dis au niveau européen, la mobilité, c'est l'enjeu, c'est notre modèle social. Alors souvent, les gens me disent, mais pourquoi vous dites ça, Madame Otélie? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de modèle social français quand les Français n'ont pas accès au bassin d'emploi. Vous n'avez pas accès à des bassins d'emploi si vous n'avez pas de mobilité. Il n'y a pas d'accès, notamment à notre modèle social, lorsque des Français comme des Européens sont assignés à résidence. Il n'y a pas de modèle social français quand les Français n'ont pas accès juste à ces infrastructures sociales, médicales ou scolaires. Quand je regarde notamment dans les villes périurbaines ou rurales, où aujourd'hui on a fermé énormément, par exemple, de maternité, au point que les gens sont en train de se demander quel moyen de transport je vais faire pour pouvoir accoucher. Et le drame de tout ça, c'est qu'il n'y a pas justement cette culture de la voiture qui a tout réglé. On nous a dit, même dans le périurbain, dans le rural, vous inquiétez pas, chacun sa voiture, il n'y aura plus d'inégalité territoriale. Il n'y a jamais eu autant de voitures dans le périurbain ou dans le rural. Est-ce que les fractures territoriales ont été réglées? Levez la main ceux qui pensent que oui. Voilà, vous pensez comme moi. Ça n'a pas réglé la question des inégalités territoriales qui existent et qui sont de plus en plus fortes. D'où le mouvement des Gilets jaunes qui se sont dit, ben, c'est pas normal que dans les villes, on a plus de mobilité que nous, qui n'avons presque plus le choix. Et je tiens à dire deux choses, et je dirais très très rapidement. Il y a des chiffres que vous ne devez jamais oublier lorsqu'on parle de mobilité, de croissance. À la mobilité, c'est de la mobilité qu'on devrait pouvoir choisir. Aujourd'hui, la mobilité n'est pas choisie, elle est subie. Et les chiffres notamment du terme des assises de la mobilité en France disent, vous êtes bien assis dans votre fauteuil? Une personne sur deux en France a déjà refusé un travail pour des questions de mobilité. Une personne sur deux. 28% ont abandonné un travail ou une formation courte pour des questions de mobilité. 28%. 41% des employeurs affirment avoir rencontré des difficultés à recruter pour des raisons de mobilité. Nous comptons aujourd'hui 8 millions de personnes en âge de travailler qui sont concernées par des difficultés de mobilité et 38% des jeunes qui habitent dans le rural, voire le périurbain, sont abandonnés à pouvoir avoir accès à une formation en emploi pour des questions de mobilité. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de mobilité tant qu'on ne considérera pas la mobilité comme un droit, mais surtout comme un véritable pilier des services publics partout en Europe pour pouvoir y aller. Alors, dans le cadre du débat, je vous dirai en tant que présidente de la Commission Transport et Tourisme au sein du Parlement européen, quelle est ma mission? Tout d'abord, à la mobilité, il ne faut jamais oublier, on n'en parle pas assez en France, mais nous sommes déjà, depuis 5 ans, en train de travailler sur les précaires de la mobilité. Quand vous n'êtes pas mobile, vous êtes immobile. Immobile, en France, c'est 10 millions de personnes qui ne bougent plus, qui n'ont pas accès à la culture, qui n'ont pas accès à l'emploi, qui n'ont pas accès à des infrastructures sociales parce que soit c'est trop cher, ou soit parce qu'elles ne sont pas desservies. Véritable problème que connaît très bien notamment Transdev, de cette mobilité du quotidien des citoyens. Ma mission au niveau européen est de 2 ordres. Comment lier la bataille du climat et la bataille de la mobilité? Alors je résume 3 grands axes que j'ai faits et je termine par là, pour ne pas être trop longue. La première chose, c'est quand on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre, il faut vraiment s'attaquer à des secteurs qui ne sont pas encore dans la transition énergétique. C'est la raison pour laquelle le secteur de l'aviation, pour moi, est un secteur qui doit rentrer
notamment dans cette transition. C'est la raison pour laquelle, pour la première fois au niveau européen, l'aviation va rentrer dans cette transition. Lors du Covid, vous avez vu, on a arrêté tous les avions au niveau européen. C'était une bagarre. Je vous le dis. Parce que il y avait des avions qui volaient à vide pour ne pas perdre leur créneau horaire. On les a arrêtés, ces avions, et on s'est rendu compte de deux choses. C'est que la première chose, c'est un secteur qui aujourd'hui réalise que son arrêt n'est plus le même flux que les autres années. Le secteur de l'aviation, chaque année, a augmenté de 5 à 10%. Sauf que nous sommes sur une planète aux ressources finies. Ce n'est pas possible. Donc il faut gérer les flux de l'aviation. Dans un mois, nous allons mettre en place ce qu'on appelle le ciel unique européen. Nous allons optimiser l'ensemble des flux pour ne pas faire des grands tours comme ça d'un pays à l'autre. Et ce ciel unique européen nous permettra par an de réduire de 10% les gaz à effet de serre. Mais ce n'est pas assez. Moi, je suis la défenseuse du train de nuit en Europe. Je vous le dis parce que ça fait quand même plus de 4 ans que je me bats pour le train de nuit. Dans ma commission, on m'a dit que j'étais pas amiche. On m'a dit que j'étais une utopique. Les utopiques ont raison, mais il faut pas sur leurs idées. C'est la raison pour laquelle, partout en Europe, nous sommes en train de réouvrir des trains de nuit. Bruxelles, Vienne. Nous sommes en présidence allemande. Nous sommes en train de constituer le premier réseau européen des trains de nuit qui va aller de capitale à capitale en train de nuit. Et de faire en sorte que tous les avions de moins de 3 heures puissent justement être remplacés par le ferroviaire. Ça, c'est une bataille. Et c'est quand même dingue que dans notre propre pays, on me dit, mais Madame Deslignes, on va réouvrir le train de nuit, mais pas avant 2022. Ce qui est assez choquant pour moi. Et surtout, on va réouvrir par exemple un Paris-Nice. Mais Paris-Nice, on ne l'a pas fermé il y a un siècle. On l'a fermé en 2006. Si on avait un peu de courage politique, en 6 mois, on relance la ligne Paris-Nice. Il ne faut pas attendre autant d'années. Donc, ma bataille, c'est le train de nuit. Le ferroviaire, pareil. Tu as raison, et je termine. Il faut se donner des objectifs. Le ferroviaire, nous avons mis dans le Green Deal 30% de ferroviaire partout en Europe d'ici 2030. Et ce ne sera pas assez. Pourquoi? Et je termine, pardon mes collègues. C'est parce qu'il y a eu une révolution il y a 2 jours au Parlement européen. Le Parlement européen a dit, désormais la feuille de route européenne, c'est de réduire de 60% d'ici 2030 les gaz à effet de serre. 60%. Et donc, vous voyez le virage qu'il faut faire sur ce secteur des transports. Je ne peux pas tout vous dire parce que le temps m'est compté, mais je pense que je donnerai d'autres éléments après. Merci. Merci Karima. Olivier Monod. Bonjour à tous. Oui. Donc, le groupe Transdev, c'est un groupe qui fait du transport de voyageurs essentiellement, sous différents modes. On pourrait dire on va de la trottinette jusqu'au train. Et on intervient dans plusieurs pays d'Europe, et même jusqu'en Australie. Et on exploite d'ailleurs un train de nuit en Europe, mais pas en France, pas encore, puisque vous savez que l'ouverture à la concurrence n'est pas encore opérationnelle complètement. Alors Transdev, j'avais envie de débattre, j'allais dire face à vous, mais finalement je suis d'accord avec plein de choses que vous avez dites, ça m'embête. Ce dont je trouve dans un débat, si tout le monde est d'accord, c'est moins joyeux, oui. Mais quand même. Alors je vais donner un autre éclairage, parce que moi aussi j'étais parti des 30% des gaz à effet de serre qui représentent la mobilité, et malheureusement, on voit que quand, depuis 60 ans, tous les efforts qui ont été faits pour la lutte pour un climat meilleur, on s'aperçoit que depuis 60 ans, on n'a pas progressé. On en a fait des réunions européennes, mondiales, mais on n'a toujours pas progressé, et le secteur de la mobilité, il est toujours en croissance, ça c'est super, on pourrait se dire, plus de mobilité, en particulier de mobilité dans les transports en commun, mais par contre en gaz, en émissions, et ben là, on continue à croître, malheureusement. Alors, c'est pas la faute des bus et des trains,
c'est bien sûr l'autosolisme qui est aussi une des premières causes, et les camions, deuxième cause. Alors, Transdev là-dessus s'est engagé dans le pacte vert aussi pour aller vers une neutralité carbone en 2050. Alors c'est loin, mais le chemin est long. J'entendais tout à l'heure de la table ronde précédente des chemins longs, voilà, mais je pense que là on s'inscrit sur des transformations qui vont prendre en effet plusieurs décennies. Et ce qui est vrai, c'est qu'il y a des enjeux qui sont sur les transports du quotidien. Parce que 90% des transports, c'est pour des transports du quotidien. On transporte 10 fois plus de gens dans les transports des quotidiens que dans les avions. Voilà. Et donc s'il y a des priorités aussi bien en France qu'en Europe pour mettre des fonds pour le développement de la mobilité, c'est pour les transports des quotidiens. Et vous l'avez cité, il y a des enjeux énormes sur les périphéries des villes, pour des raisons multiples, hein, le coût de l'immobilier en est une, enfin, aujourd'hui l'habitat se développe de plus en plus dans les périphéries, mais les moyens d'accès aujourd'hui ne sont pas satisfaisants du tout. Des zones commerciales qui sont très mal desservies par les bus, des zones d'habitation pavillonnaire où il n'y a rien. Voilà. Donc il y a un vrai travail à engager sur les périphéries. Alors ce qui est encourageant, c'est qu'avec la loi LOM, il y a eu une décentralisation qui s'est faite, et de nombreuses agglomérations ont pris le pouvoir et ont dit, moi maintenant, les transports sur mon territoire, je prends tout, et je vais organiser tout. Et donc on voit apparaître dans ces agglomérations les plus matures une vraie volonté d'irriguer l'ensemble du territoire, pas pour mettre du tramway partout parce que ça serait idiot, mais pour mettre la bonne desserte du transport à la demande s'il le faut, enfin, des solutions pour tous. Il y a le ferroviaire aussi qui a un rôle, parce que dans notre pays en particulier, on a la chance d'avoir quand même un réseau qui existe, qui est assez important, mais qui est sous-développé. On a des super lignes TGV qui ont concentré beaucoup des investissements des précédentes décennies, mais malheureusement, on a beaucoup de petites lignes TER qui, elles, faute de moyens en euros ou faute de moyens humains pour le faire, eh ben, ont perdu en vitesse d'exploitation. Et ça se traduit par des ralentissements, comme on pourrait l'avoir sur des petites routes, sauf que les ralentissements s'enchaînent, et puis quand on commence à avoir des ralentissements à 40 km/h pour un train, vous imaginez bien que les temps de parcours ne sont plus viables, et donc on ferme la ligne. Alors, pour parler de choses très concrètes, sur la région Grand Est, il y a deux lignes qui ont été mises en concurrence, justement, parce que la région en avait ras-le-bol. Alors, il y a peut-être des conseillers régionaux qui le diront avec leurs mots, moi je dis tel que je le comprends. En tout cas, ils ont eu ras-le-bol parce qu'ils se sont dit, ces lignes-là, elles sont utiles à notre aménagement du territoire, elles sont utiles aux villes qu'elles relient, et ce train ne sert plus à rien, voire même il a disparu. Donc entre Nancy et Contrexéville, typiquement, il y a un grand bout de la ligne qui est fermé. Et donc la région, agacée devant cette situation, a dit, moi maintenant je suis prêt à mettre des sous, mais je ne vais plus fonctionner comme avant, avec l'État, je vais faire localement, je reprends la responsabilité, là aussi c'est une décentralisation, je reprends la responsabilité de la maintenance de la voie ferrée, et je vais confier ça à qui veut vraiment le faire. Et donc il y a un appel d'offres pour remettre des trains sur ces lignes, et en commençant par refaire, on va dire, le ballast, reposer des rails, remettre en état l'infrastructure pour lui donner une vraie vitesse commerciale attractive, et ensuite exploiter les trains qui sont dessus. Donc il y a une ligne entre Nancy et Contrex, et une autre ligne entre Strasbourg, Saint-Dié et Pinal. Voilà. Et là on voit qu'on a une nouvelle vision, au même titre qu'on a vécu ça il y a 20 ans avec la décentralisation des TER, où les TER partaient décrescendo, où ensuite on a eu une explosion de l'offre et de la fréquentation. Et je pense que sur les petites lignes, on a aussi un nouvel enjeu qui s'offre à nous. Et peut-être, si je devais donner dans ma profession de foi un troisième levier, c'est rendre la vie du voyageur beaucoup plus simple. Que ce soit sur le support, c'est-à-dire que pour ceux qui ont des téléphones, avec son smartphone, on peut tout faire, et voilà, on s'en sert comme type de transport, ou avec une carte, sur la région c'est la carte simple, on puisse accéder aussi bien au train, au stationnement du vélo qu'à un bus, avec le même titre.
Ce qui est, alors pour les Parisiens c'est évident, hein, maintenant on a le pass Navigo, mais dans les régions et dans beaucoup d'endroits, c'est loin d'être le cas. Et cette transformation de simplicité, alors on parle souvent d'intermodalité, qui est un mot un peu techno, mais moi je dirais plus de simplicité, c'est vraiment un des objectifs importants aussi pour continuer à progresser. Merci Olivier Monod, et donc Pierre Gibert, votre profession de foi sur cette mobilité durable. Bon, déjà merci pour l'accueil. Quand on parle de transition écologique, il y a une règle d'or. Et cette règle d'or, en fait, c'est un triptyque. C'est 3 choses qu'il faut faire en même temps. C'est de la sobriété, de l'efficacité et des énergies renouvelables. Et ça s'applique à tous les sujets, pas seulement à l'énergie. C'est né dans l'énergie avec Négawatt, c'était le triptyque de Négawatt. Mais dans les transports, ça veut dire il va falloir effectivement transporter moins et mieux. Mieux, ça veut dire transporter en émettant moins de CO2. Et là, je ferai un premier distinguo entre le transport de marchandises et le transport de personnes. Le transport de marchandises, là, ce qui va m'intéresser dans un premier temps, il faut savoir qu'il est alimenté à 95% par du pétrole. Il y a très peu de transport de marchandises qui est décarboné aujourd'hui. La baisse du coût du transport, c'est le substrat technique de la mondialisation, a fortiori du transport naval. Sauf que la mondialisation économique, c'est un échec. C'est un échec sur le plan social. Nous, en France, on a perdu depuis les années 70 4 millions d'emplois industriels. Vous vous rappelez qu'un emploi industriel, c'est 2 ou 3 emplois induits dans les services. Et voilà, il faut sortir de cette idée qu'on peut faire vivre une économie viablement en concevant des applications pour smartphone. Non, ça n'existe pas. On ne peut pas faire que du service, il nous faut aussi de l'industrie. Et la mondialisation, c'est aussi un échec écologique. L'empreinte carbone d'un Français, elle est à moitié composée par ce qu'on appelle les émissions importées. C'est le fait que les produits qu'on consomme, ils sont fabriqués dans des pays d'Asie, dans des pays où les normes de production ne sont pas les nôtres, où l'énergie l'énergie provient du charbon, où on ne retraite pas les déchets, voilà. Donc ça, c'est des émissions que l'on importe, et si les émissions d'un Français, selon l'approche inventaire, donc sur le territoire, a diminué sensiblement depuis les années 90, les émissions totales par l'approche empreinte carbone, elles ont augmenté parce qu'on importe, parce que ces émissions importées prennent de plus en plus de place. Donc échec écologique, il faut absolument relocaliser l'industrie, relocaliser ces chaînes de production, a fortiori les plus stratégiques, et c'est le seul moyen de reprendre le contrôle sur toute la chaîne de valeur et donc de pouvoir la décarboner quelque part. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en faisant ça, on réduit les besoins de transport. Le transport, c'est 25% des émissions au niveau mondial. Et quand on fait en plus la transition énergétique, eh bien, c'est autant de navires en moins dont on a besoin. Là, je focalise particulièrement sur le transport maritime, mais si on diminue nos besoins intrinsèquement parce qu'on produit plus et davantage localement, eh bien, c'est moins de bateaux dont on a besoin, c'est moins de pollution, et c'est surtout des navires qu'on peut transformer. On peut faire des plus petits navires propulsés de manière propre. Qui dit relocalisation et réindustrialisation verte dit grand plan rail. Et qui dit grand plan rail dit que c'est la seule façon de redynamiser nos territoires. La réindustrialisation ne doit pas se faire de manière centralisée. Sinon, elle ne permet pas de désenclaver des territoires, et seul le rail le permet, et sinon elle ne permet pas d'amorcer quelque chose qui est essentiel, c'est d'inverser l'exode rural. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il faut dédensifier les villes, c'est une question de résilience alimentaire, mais résilience sur tout un tas de risques qui grossissent avec le changement climatique. Et qui dit grand plan rail dit s'opposer à des mesures de la Commission européenne, notamment, qui favorisent le transport routier. Il faut savoir qu'en France, on transporte 9 fois plus par la route que par le rail, et donc on en revient à ces grandes idées de fret ferroviaire, de train de nuit, effectivement, pour remplacer l'avion, c'est essentiel. Mais pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un consortium public du rail. On a des petits génies qui nous ont dit que parce qu'il fallait faire éclater les monopoles naturels, on allait ouvrir le rail à la concurrence. Résultat, on a des acteurs qui sont sur plusieurs pays et qui empêchent de lancer un grand plan coordonné au niveau du pays, mais idéalement au niveau de l'Europe.
Donc reprendre le contrôle là-dessus, en fait refaire la SNCF qu'on avait il y a 30 ans, où toutes les parties, toutes les activités de la SNCF étaient intégrées. Et ça me permet d'avancer aussi l'idée que, quel que soit le secteur des mobilités auquel on s'intéresse, il va falloir repenser la relation public-privé. Et je pense notamment à l'automobile. Les 3/4 des émissions du transport en France, c'est la route. C'est les voitures, c'est les camions. Donc il va falloir décarboner la route à très grande vitesse. Et donc, de produire des voitures beaucoup plus légères, sortir de l'imaginaire SUV, et donc ça veut dire être capable de produire des voitures en matériaux biosourcés, propulsées à l'hydrogène, à l'électrique, et donc ça nécessite un effort de R&D qui est sans commune mesure avec ce que nos industriels sont capables de produire. Donc, il faut fédérer ces industriels, français, les fédérer avec la recherche publique, R&D privée, recherche publique et recherche citoyenne, pour accélérer le mouvement et d'avoir un État et potentiellement une Union européenne qui soit capable de garantir ces brevets. Voilà, c'est la même chose pour le transport aérien. J'ai vu qu'Airbus avait annoncé un grand plan de 10 milliards pour l'avion hydrogène. C'est une bonne chose. Il faut que les actes suivent. Et voilà, on en arrive à ce constat, cette vision globale. Il faut une approche structurelle quand on parle de mobilité, quand on parle d'écologie en général. L'approche structurelle, ça veut dire travailler sur les infrastructures et permettre aux citoyens d'avoir une offre. Et c'est là où, moi, personnellement, je me dissocie de toutes les approches, notamment par la fiscalité. La fiscalité carbone, c'est important, surtout si elle est compensée, mais ce n'est jamais un moteur. Le signal prix n'est jamais un moteur. Il faut un effort d'investissement colossal. Ce qu'a bien identifié la Cour des comptes européenne, qui nous dit qu'il faudrait 1115 milliards d'euros par an, ça c'était avant le Covid, pour rester dans nos objectifs climatiques. C'est un ordre de grandeur qui, moi, me satisfait. Et donc, qui dit investissement structurel, dit aussi contrainte juridique, et la créativité naît toujours de la contrainte. Et puis, pour les modalités, on verra peut-être plus tard dans le débat. Dans les questions. Merci Pierre Gilbert. Alors aussi une idée une réalité, c'est la facture pétrolière, puisque le transport, et je l'ai eu dans votre excellente note, le transport génère 50% de la facture pétrolière. Bien sûr. Et donc effectivement, il y aurait, avec cette transition écologique et énergétique, il y aurait effectivement des économies à faire. Pour la balance commerciale française, c'est 35 milliards d'euros par an d'économiser. Voilà. Bon, il y aura toujours de la route, il n'est pas question effectivement de tirer un trait toujours au lendemain. Mais... Alors une question, peut-être en priorité à Karima, mais aussi bien sûr des autres intervenants peuvent répondre, c'est par rapport, ma question c'est est-ce que le livre blanc de 2011 sur les transports est-il encore d'actualité? Parce que quand je le lis, je vois par exemple pour 2050 réaliser un réseau à grande vitesse voyageurs, tripler la longueur du réseau ferroviaire à grande vitesse actuel, donc c'est en 2011, d'ici à 2030, et maintenir un réseau ferroviaire dense dans tous les États membres. Ça veut dire qu'il n'y a pas opposition entre les deux. Un réseau, c'est bien l'articulation des deux. Pour qu'en 2050, donc tout ça pour un objectif, pour le plaisir de construire des lignes à grande vitesse, c'est pour qu'en 2050, la majeure partie du transport de passagers à moyenne distance puisse s'effectuer par le train. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire à ça? Alors, tout le monde, à un moment, a dit la grande vitesse, c'est génial, on va plus vite, il faut mettre du TGV partout. Au point que les investissements étaient très très forts et très lourds, au point d'oublier la mobilité du quotidien, et donc on a balayé d'un revers de main, quitte à les fermer, les petites lignes. Sauf que tout le monde a oublié que 90%, notamment en France, 90% des Français habitaient à moins de 10 km d'une gare. 90%, c'est énorme. Il y a énormément de gares qui se sont aujourd'hui laissées mourir. On a laissé mourir les gares. Je le dis parce que, justement, les Français, leur grand avantage, c'est qu'ils aiment le train. Ils aiment le train, mais ils ne le prennent plus parce que c'est trop cher. Quand vous regardez un billet low cost d'avion et le billet d'un TGV, eh ben les gens, ils font un calcul très simple, c'est qu'ils préfèrent prendre l'avion. Même s'ils perdent un peu plus de temps, parce qu'il faut y aller 1 heure à l'avance, le trajet, prendre sa voiture, etc. Mais ils préfèrent regarder d'abord le coût. Donc nous, notre objectif au niveau européen, moi je le dis, c'est pas faire du TGV pour du TGV.
c'est déjà de relier entre nous ce qui existe déjà, de manière simple, vous l'avez dit, et de manière accessible pour tout le monde. Donc la première réforme qu'on a faite, c'est comme on a commencé à dessiner notamment un réseau européen du ferroviaire. Pas en créant de nouveaux TGV, mais déjà en regardant les lignes et celles qui devraient être réouvertes, notamment pour des petits trajets dans des territoires un peu délaissés. Il y a énormément de territoires, par exemple, que ce soit en Espagne ou en Allemagne, etc., qui aujourd'hui, grâce à la réouverture de petites lignes, sont devenus des lieux de tourisme attractifs, par exemple. Vous voyez ? La véritable question, c'est les droits. Donc on a travaillé d'abord, la première chose, c'est la question des droits des passagers. On se rend compte qu'aujourd'hui, au niveau européen, rien n'est harmonisé. Et là, on vient de terminer. Alors, je sais que les opérateurs ne sont pas forcément contents, mais c'est comme ça. C'est-à-dire, pour encourager les gens à prendre les trains, l'Europe a décidé qu'il y aurait des places, d'abord, de vélo obligatoires dans tous les trains. Les trains régionaux comme les trains nationaux partout en Europe. Alors, moi, je poussais pour minimum 8 places. Maintenant, dans le texte, c'est minimum 4 places. On est en train encore de pousser dans les négociations. Mais il faut faire de l'intermodalité, mettre des vélos dans les trains, premièrement. Deuxièmement, c'est la question de la compensation. Quand vous ratez votre train, en général, c'est très difficile de se faire rembourser, même quel que soit l'endroit où vous êtes en Europe. Là, il y aura une obligation. Si vous avez un retard, vous allez avoir 25% de votre billet de train, ensuite 50% selon le nombre de minutes, partout en Europe. Ensuite, on a un problème des opérateurs entre eux. Parce que c'est la guerre entre eux. Et il ne faut pas se voiler la face. Nous, on est pour le billet unique en Europe. C'est-à-dire que moi, Français, je pourrais me dire, je veux acheter un grand parcours en Allemagne en partant de France. Et en fait, c'est très difficile. Parce que chaque opérateur garde ses données et ne veut pas les partager. Donc, on est en train de travailler sur un billet unique à l'échelle européenne pour que chaque voyageur puisse être informé, notamment si le train a un retard, etc., mais surtout pouvoir le faire de chacun de son pays. Dernière chose qui, moi, me semble une obligation, c'est notamment toutes les personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite, qui n'ont pas les mêmes droits, notamment dans le ferroviaire. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de nous mobiliser pour que dans les trains, elles soient prioritaires, qu'elles aient un accompagnement. Par exemple, une personne à mobilité réduite, aujourd'hui, elle doit appeler 36 heures ou 48 heures à l'avance pour être accompagnée dans un train, et parfois on lui dit désolé, c'est pas possible. Ça, maintenant, ça va être une obligation. Maintenant, je regarde Pierre par rapport à cette question notamment des investissements. Je suis totalement d'accord. Si l'Europe veut atteindre son objectif, vous savez, en ce moment, il y a un plan de relance. Alors, on est passé de 750 milliards, maintenant il nous dit 500 milliards d'euros. Et nous, le Parlement européen, on se battait pour 2000 milliards d'euros. Donc, on est encore en négociation, et que le budget européen, mais c'est une goutte d'eau par rapport au défi. C'est un peu moins de 1000 milliards d'euros. Si je prends l'empreinte carbone de tous les Européens, de tous les investissements, notamment sur le ferroviaire qu'il faut faire, c'est pas 2000 milliards qu'il faut, c'est plus de 3000 milliards. Et là, on comprendrait deux choses. La bataille du climat, c'est la bataille de l'emploi. Et dans le ferroviaire, on va avoir un petit problème, justement. Parce qu'on est en train, oui, de créer un réseau. On est en train de se dire, et tu as raison, je peux dire tu, Olivier, tu as raison parce qu'il y a l'ouverture à la concurrence, mais l'ouverture à la concurrence n'est pas la même d'un pays à l'autre, parce que lorsqu'on fait des politiques ferroviaires, il faut penser à un amont. L'amont, c'est pas juste le trajet, c'est par exemple toute la question du matériel roulant. Je vais vous donner un exemple très concret. Avec les Allemands, on est en train de dessiner, tout à l'heure je vous l'ai dit, le premier réseau européen des trains de nuit de capitale à capitale, etc. Sauf que faire des wagons couchettes, c'est du matériel roulant. Et donc les industriels doivent travailler dessus. Pour l'instant, il n'y a qu'un pays qui travaille sur le matériel roulant, c'est EBB avec les Autrichiens. Et là, on est très mauvais. Pourquoi? Parce que nous, on a Alstom qui vient de racheter Bombardier. Il suffirait que Alstom dise on rentre,
Parce que le train de nuit, ce n'est pas une niche, c'est une vraie politique industrielle. Et donc c'est là où il faut commencer à construire des trains de nuit, commencer, et tu as raison, à appliquer tous les États sur une véritable politique de rénovation du ferroviaire. Il faut de la maintenance, il faut embaucher des gens, il va falloir former des ingénieurs parce que demain le numérique sera présent dans les trains. Et donc tout ça c'est de la prospective, mais malheureusement quand on regarde ce qui se passe, c'est que les États traînent les pattes. Comment faire? On leur tordre leurs bras. Eh ben ça c'est notre rôle. Moi je ne suis pas au Parlement européen pour laisser passer les trains quelque part. Alors moi je suis ce qu'on appelle un dragon au Parlement européen, c'est-à-dire il faut mettre des objectifs, il faut mettre la pression aux États membres. Et donc là, c'est vrai que parfois, avec le gouvernement français, j'ai un petit peu, et alors que je sais qu'il y a des parlementaires qui ont compris et qui poussent dans les assemblées, au Sénat comme à l'Assemblée. Mais à un moment, les financements doivent suivre une politique industrielle intelligente. Sinon, on reste dans l'incantation. Sinon, le problème qu'on a, c'est qu'on va avoir des pays à double vitesse, notamment sur le ferroviaire. L'Allemagne, lorsqu'elle dit je relance le train de nuit, elle l'a relancé, c'est 1,6 million de passagers par an. Non, c'est les Autrichiens qui ont relancé. Oui, mais non. Parce que l'Allemagne avait laissé tomber. Là, oui, mais l'Allemagne a laissé tomber, elle a racheté des lignes avec les Autrichiens, et maintenant, ça explose de partout. Les pays du Nord, pareil. Vous voyez? Sauf que nous, on est en retard, on a tout pour bien faire, et on s'est dit, mais pourquoi on ne démarre pas la chose? C'est parce qu'on fait des choix politiques qui ne sont pas les bons. Et là, je terminerai par ce que Pierre disait tout à l'heure. Il faut faire attention parce que tout le monde a tendance à dire il faut relocaliser l'économie ou l'industrie. Tout ça, c'est très facile à dire. Hein. Moi, je veux bien. Hein. Le problème, c'est qu'il faut des mécanismes. C'est trop simple de dire on va relocaliser l'industrie. Tout d'abord, il faut savoir que je pense, je suis désolée de vous le dire de manière un peu cash, mais je pense que dans cette salle, vous avez au moins, il faut acheter un vêtement ou quelque chose made in China. Levez la main ceux qui n'ont jamais acheté. Ok, merci. Vous voyez? Ça veut dire que les comportements des consommateurs vont devoir changer. Mais les politiques publiques, il va falloir qu'on se bouge pour mettre des gendarmes. Moi, je suis pour la taxe carbone aux frontières. Tu parlais tout à l'heure du secteur maritime. Alors moi, je suis dessus, et le secteur maritime, pour la première fois, obligation d'ici 2030 de réduire de moins 40%. Sauf que moi, j'aimerais bien que chez le consommateur, lorsqu'il achète un produit, qu'il voit, est-ce que c'est venu par avion, est-ce que c'est venu par bateau, est-ce que c'est venu par bicyclette, de voir l'empreinte carbone de chaque produit. Parce que les consommateurs verraient, justement, par leur choix, comment on ferait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut faire aussi, quand on dit, et je termine parce que je pense que c'est des questions qui sont trop, pour moi, qui sont trop sensibles pour qu'on dise il faut relocaliser l'industrie comme ça en claquant des doigts. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'industrie automobile puisque j'ai fait révéler le scandale du Dieselgate. Ça venait de ce truc? Voilà, c'était une bagarre, mais j'y suis arrivée. Sauf qu'aujourd'hui, je me dis pas ah c'est super, t'as vu que des constructeurs ont triché avec des logiciels. Je me dis juste deux choses, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces salariés? C'est ça, vous savez, les salariés de l'industrie automobile, il y a deux industries en France qu'il faut absolument accompagner, c'est l'industrie automobile et l'industrie aéronautique. C'est la raison pour laquelle il ne suffit pas de dénoncer les machins du diesel. Donc j'ai monté le Forum européen de la transformation de l'industrie automobile. Il faut se donner des objectifs de relocalisation. Par exemple, tout simplement, c'est demain une voiture, c'est comme Tesla, c'est le seul qui sait faire. Tesla recycle tout dans une voiture. Demain, on va devoir lancer une politique industrielle de l'économie circulaire. Première chose, je ne comprends pas pourquoi nous, Français, qui avons des constructeurs, et c'est là où ça répond à ta question, il n'y a pas le marché de la réhabilitation. Le but n'est pas d'acheter toujours des voitures plus puissantes,
Je suis d'accord avec les SUV, de toute manière, c'est un effet de mode, ça ne va pas durer, puisque les villes n'en voudront plus. Mais comment on réhabilite une voiture? Comment vous changez de moteur pour passer maintenant du diesel à de l'essence à de l'électrique sans changer de voiture? C'est ce qu'on appelle le marché de la réhabilitation. Il y a des phénomènes de rétrofit, etc. On n'a même pas encore lancé le truc, le marché, vous voyez? On sait tout faire. Le seul truc, c'est qu'à un moment, il faut faire des politiques publiques avec de la prospective et des vrais investissements. Mais les vrais investissements, et c'est pour ça que moi je n'aime pas les grands slogans. Je vous le dis, c'est trop simple de dire il faut relocaliser, ça ne marche pas comme ça. Et ensuite, il y a des savoir-faire de salariés. Moi, je vous dis, moi, j'ai une région qui s'appelle les Hauts-de-France. Je termine par là parce que pour moi, c'est très prenant. Bridgestone, qui fabrique des pneus pour une grande multinationale japonaise. Quand je vais voir ces salariés, ils me disent « Mais madame, nous, ça fait 25 ans qu'on fait des pneus. On ne sait pas faire autre chose. » On voit que la mobilité conduit à tout. Non, mais c'est une question surtout de dignité de ces salariés. Et qu'à un moment, on ne va pas leur dire, bon, ben maintenant, vous avez pu faire des pneus, vous allez faire, je ne sais pas, des vélos. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc il faut aussi un temps d'adaptation pour pouvoir faire en sorte que la transition soit juste. D'accord. Il n'y aura pas de transition écologique sans justice sociale. Et donc, j'ai une question pour Olivier Monod. Donc, vous ouvrez par le chapitre de la concurrence, quelque part. Alors, ma question, c'est quel est le secret de Transdev pour faire mieux que la SNCF? Je ne vous le donnerai pas. Sinon, imaginez, il y a des cheminots dans la salle, je suis foutu. Non. Je suis moi-même ancien cheminot. Non, je pense que... c'est là où j'étais pas du tout d'accord avec Pierre Gilbert. La SNCF d'il y a 20 ou 30 ans, faut pas la remettre aujourd'hui parce que... faut peut-être reconstruire une nouvelle SNCF. Il y avait certaines qualités avant, mais avançons. Ne nous tournons pas sur un idéal qui est un peu déformé, quoi. Voilà. C'était mieux avant. C'était mieux avant. Alors, le secret, d'abord, c'est que nous, notre secret, c'est qu'on l'a déjà expérimenté en Allemagne et qu'aujourd'hui, nous sommes, après la Deutsche Bahn, le premier exploitant ferroviaire pour le transport de passagers. Donc, on a de l'expérience et on a mis cette expérience justement au service de petites lignes. Alors, il y a ce sont des lignes qui sont souvent en périphérie et c'est assez modeste. Ça peut être 17 km de ligne où la Deutsche Bahn avait un peu abandonné cette ligne-là, se disant c'est pas assez rentable, il n'y a pas assez de monde, et puis comme il y avait moins de monde, on mettait moins d'investissement, et au fur et à mesure, ça se casse la gueule. La spirale du déclin. Le constat, c'est que par exemple, à côté de Böblingen, il y a 17 km, c'est un parcours qui fait 24 minutes. Maintenant, on a remis un train toutes les demi-heures, et on est passé d'une situation en 96 où il y avait 3700 voyageurs par jour. Aujourd'hui, il y en a plus de 10 000. Donc on voit bien que quand on met un service qui est régulier, donc toutes les demi-heures, qui correspond aux besoins et qui est fiable, les gens y reviennent tout de suite, quoi. Parce que le train, aujourd'hui, surtout sur des tarifs, en Allemagne, le train est plus cher qu'en France, quand même. Mais malgré ça, ça coûte quand même beaucoup moins cher de prendre un abonnement de train que de prendre son véhicule tous les jours. Et puis avec les risques d'accident, tout ce qui va avec. Donc le secret, c'est d'abord, je pense, d'aller faire une enquête très précise sur quels sont les besoins du territoire. Et les besoins du territoire à Böblingen sont sans doute pas les mêmes qu'entre Nancy et Contrexéville, qui sont pas les mêmes sur l'étoile d'Amiens, qui est aussi un endroit qui vit en concurrence. Et donc, c'est amener une réponse qui n'est pas une réponse homogène sur toute la France, mais qui est une réponse locale. C'est ce qu'on fait d'ailleurs chaque fois qu'il y a des appels d'offres pour remettre un nouveau réseau dans une ville. Bien sûr, on copie ce qui se fait ailleurs, mais on essaye vraiment un peu comme une pièce de puzzle, quoi. Ça se met pas, la pièce du puzzle qu'on va mettre sur le réseau de Troyes, on ne peut pas la mettre ailleurs. Elle ne marchera pas à Reims, elle ne marchera pas à Lille. Voilà. Donc c'est vraiment, je pense que là où Transdev est plus fort que la SNCF aujourd'hui, c'est sur la définition du puzzle et faire que l'empreinte marche bien. Voilà. Après, il y a une difficulté, vous n'avez pas cité, c'est que
beaucoup pour être ferroviaire, mais aujourd'hui, on roule beaucoup avec des diesels qui puent. Hein. Enfin, voilà. Tous les cars qui sillonnent la région et toutes les régions de France sont, sauf exception, des diesels qui puent. Dans beaucoup de villes, tous les bus sont diesel. Donc là, il y a toute une transition énergétique. Alors, beaucoup d'agglomérations ont commencé. Par exemple, la ville de Nantes était précurseur dans sa transition énergétique, est passée au gaz et est en train de réfléchir, après le gaz, qu'est-ce que je vais mettre? Voilà. Il y a des grandes villes européennes comme Amsterdam qui sont passées à l'électrique complètement. Donc, chaque collectivité locale, chaque collectivité régionale se pose la question, comment je vais faire ma transition énergétique? Alors, on pourrait dire, ah ben c'est chouette, il n'y a qu'à mettre de l'électrique partout, fastoche. Ben non, pas fastoche, parce que ça coûte très cher. Un car électrique, ou un bus électrique, coûte 2 fois plus cher qu'un bus diesel. Bon. Donc forcément, pour une collectivité qui vit, enfin qui construit son budget à partir d'un côté des taxes qui sont prises sur les entreprises, hein, c'est le versement transport, et de l'autre côté sur ce que versent les voyageurs, et ben c'est compliqué d'investir et de doubler les prix, quoi. Hein, voilà. Surtout en période de Covid, où les entreprises vont mal, licencient ou ferment, donc moins de versement transport pour les collectivités, et les voyageurs sont moins nombreux, alors pour différentes raisons, parce que télétravail, parce que les seniors voyagent moins, et donc moins de recettes. Donc dans l'année qui vient, il y a une vraie équation aussi à réécrire parce que la mobilité verte en a pris un coup. Parce que l'équation économique, aujourd'hui, a été complètement déstabilisée. Vous êtes optimiste justement pour que cette peur du Covid finalement finisse par s'estomper et la fréquentation revienne dans le transport en commun? Alors, la peur du Covid, elle n'est pas dans les transports. Enfin, M. Djebari l'a redit encore il y a quelques jours, on n'a trouvé aucun cluster dans les transports. Donc, ressenti. Enfin, je veux dire, c'est pas même dans le métro parisien. Enfin, bon, c'est bien sûr si on porte son masque et si on respecte les règles élémentaires, voilà, d'hygiène qu'on doit tous respecter. Donc aujourd'hui, c'est pas le problème. Tous les matériels sont désinfectés par tous les opérateurs quotidiennement. Enfin, donc il y a des mesures sanitaires qui doivent donner confiance. Mais aujourd'hui, les gens d'ailleurs, quand on les questionne, on a fait des sondages récemment, plus de 90% sont satisfaits des mesures sanitaires qui sont prises. Ils disent oui, c'est bien, en effet, on est content. Il y a du gel dans le tramway à Reims. Enfin, voilà. Donc il y a plein de choses très concrètes qui font que les gens sont satisfaits de ce qui a été mis en œuvre. Mais moi, l'équation, elle n'est pas liée à la peur du voyageur pour prendre le transport en commun. C'est qu'aujourd'hui, s'il n'a plus de boulot, il ne le prend plus. S'il est en télétravail ou en téléenseignement, il ne le prend plus, etc. Et que comment la ville de Reims continue à maintenir un réseau à 100%, alors qu'aujourd'hui, il n'y a que 80% de fréquentation. Donc voilà. Donc ça, c'est une vraie question à court terme et qui est venue un peu nous couper les pattes sur toutes les bonnes intentions et qui étaient aussi des bonnes actions pour engager cette transition énergétique et accepter d'investir encore plus pour avoir une mobilité décarbonée. Merci. Alors une question à Pierre Gilbert, parce qu'effectivement ce programme que vous avez décrit est très alléchant pour ceux qui croient à l'avenir du transport collectif, puis à la transition énergétique. Mais comment faire adhérer le citoyen? Parce que comme je disais en introduction, c'est l'indifférence, la mobilité, les gens ne sont pas prêts à changer leur habitude. Enfin, comment vraiment... parce que bon, là, on est dans un think tank, on réfléchit, voilà. Mais encore une fois, comment faire adhérer le citoyen à cette rupture? Une question à plusieurs millions d'euros. Juste secret. Karima, tu parlais d'Alstom, je vais juste rebondir là-dessus parce que ça me semble assez structurant comme exemple. Alstom Transport rachète le canadien Bombardier Transport. Panique à la Commission européenne, ils vont devenir trop gros. Madame la commissaire à la concurrence Versailles oblige Alstom Transport à se séparer de son site de Reichshofen. Reichshofen, c'est l'usine en Alsace où on produit les TER hybrides et hydrogène de demain. Voilà, les diesels qui puent, c'est aussi 2000 locomotives diesel en France qu'il faut changer. Donc, problème, qui peut reprendre cette usine-là? Donc, a priori, ou les Espagnols de la CAF ou les Tchèques. Le risque, c'est que
c'est que en fait, cette usine à terme soit démantelée parce qu'il n'y a pas de solidarité entre ces acteurs européens-là et que ça va être des machines et des savoir-faire, des brevets qui vont être rapatriés et un site qui va fermer avec des savoir-faire qui vont disparaître. Et Karima, tu le disais très bien, quand on ferme des usines, on perd des savoir-faire pour plusieurs dizaines d'années. Enfin, et pour relancer une dynamique de formation professionnelle, voilà, on perd énormément de temps. Alors, par rapport à tes questions, Michel, sur comment rendre ce programme alléchant, programme que je n'ai pas pu détailler en 5 minutes évidemment, mais je pense que ce qu'a dit Karima est fondamental. La bataille pour le climat, c'est la bataille pour l'emploi. Le monde d'avant n'a jamais produit assez d'emplois. C'est le modèle Amazon, de l'optimisation, voilà, et donc de la destruction des commerces de proximité. Voilà, c'est cette logique-là, le monde d'avant. Donc, structurellement incapable de fournir du travail à tout le monde. Là où la transition écologique, oui, parce que, pour plusieurs raisons. La première, c'est effectivement le fait qu'en rapatriant des capacités de production, parce que c'est essentiel de recouvrer notre contrôle de la chaîne de valeur et de la décarboner, voilà, on recrée de l'activité, ça c'est sûr, on remonte des filières. Alors, il ne s'agit pas d'être en autarcie complète, mais il y a des filières qui sont stratégiques. Voilà, il y a des filières où la France pourrait vraiment percer. Donc ça, c'est effectivement la première chose. Et les mécanismes pour ça, on les connaît. Enfin, je veux dire, c'est pas un secret. Karima parlait de la taxe carbone aux frontières. C'est une forme de protectionnisme écologique. Et sans politique protectionniste, on y arrive. Les Chinois taxent le textile qu'ils importent à 40%, l'Union européenne à 4%. En fait, l'Union européenne est la seule, vraiment, dans une posture d'un don de la farce de la mondialisation, quoi. Donc il faut, à mon avis, il faut aussi se poser ces questions-là. Donc c'est cet esprit-là, à mon avis, qui est vraiment une folie, quoi. L'esprit qui pousse la Commission européenne à demander à Alstom de se séparer de Reichshofen, qui lui pousse à ne pas conduire de politique protectionniste quelle qu'elle soit. On change un peu en ce moment, mais c'est très lent. Et une fois qu'on a identifié ces points de blocage qui sont essentiellement politiques, là on peut avancer. Et effectivement, pour rendre alléchante la transition écologique, voilà, il faut expliquer qu'à la clé c'est de l'emploi, que c'est du coup de la sécurité sociale, économique. On est dans une période de crise qui, moi, me préoccupe extrêmement. Enfin voilà, la crise Covid, on commence à en ressentir les effets sociaux. Le gouvernement nous dit plus 1 million de chômeurs d'ici la fin de l'année et 1 million sur l'année d'après. Le plan de relance, c'est un verre de tiède pour éteindre un incendie. C'est de la foutaise. J'ai travaillé dessus ces derniers jours, a fortiori en matière d'écologie, mais c'est une blague. Il n'y a pas de plan de relance, c'est un plan de rigueur budgétaire déguisé. Enfin, je veux dire, si on ne comprend pas ça, si on ne comprend pas qu'il va falloir peut-être aussi redonner du pouvoir au Parlement européen sur la Commission, si on ne comprend pas qu'il va falloir reprendre un pouvoir politique sur la BCE parce que sans se redonner les outils d'une politique monétaire, on ne financera pas la transition. Ça, c'est notre travail avec Gal Giraud et Nicolas Dufresne. Pour financer à hauteur des 3 000 milliards par an, on peut se dégager des marges de manœuvre budgétaires. Voilà, on va récupérer de la fraude fiscale, très bien. Il faut aussi qu'on puisse faire de la création monétaire libre ciblée sur des grands projets écologiques. Il n'y a aucun risque d'inflation derrière ça. Mais ça présuppose de casser le dogme ordo-libéral qui est très germain, qui est très allemand fondamentalement. Et si on est naïf sur ces questions-là par peur de passer pour anti-européen, en fait on n'a rien compris, parce que l'Europe, on ne la sauvera pas avec cette mentalité-là. Si on ne change pas de braquet là-dessus, l'Europe elle est foutue à terme. Et la montée des populismes un peu partout, c'est exactement ça. Donc voilà, c'est compliqué de répondre à ta question sur comment rendre désirable la transition, mais en matière de transport, peut-être pour finir, recontextualiser un peu sur ce que tu disais, mais, et c'est aussi ce que disait Olivier, mais quand on offre une offre de qualité, quand on met des trains, des petites lignes, que les horaires sont fixes, que les trains sont réguliers, en fait le train devient quelque chose de désirable. Pareil pour la mobilité douce, à condition qu'on fasse les efforts d'investissement pour l'infrastructure. La mobilité douce, le vélo, ce n'est que de l'infrastructure. Vous faites des pistes cyclables sécurisées, bien intelligentes, qui desservent là, vous avez plus de vélos. C'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà, priorité, elle est politique et économique forcément, donc politique. Merci. Et bien maintenant, vous allez me faire mentir en montrant votre intérêt pour la mobilité, en posant des questions à nos intervenants. Donc, je propose une question par une question, parce qu'après, quand on fait des grandes batteries de questions, on ne s'y retrouve plus. Donc,
vous faites une question qui peut s'adresser à un des trois, voire aux trois intervenants en même temps. Qui se lance, monsieur? Et là-bas aussi, oui, toi, il y a trois questions déjà. Vous vous présentez et puis vous posez votre question en essayant bien sûr, comme vous le savez, d'être bref et les réponses devant être brèves aussi, pour en avoir le plus possible. Bonjour, François Hadou, de la section de Gironde. Depuis hier, on a eu pas mal de panels tout à fait intéressants. Et en fait, tous nous disent la même chose. La transition vers l'avenir, ce sera de mettre des montants compensatoires sur les importations et sur les exportations pour les favoriser, sur le vert, sur le social. On ne va pas attendre de la Commission qu'elle le fasse. Le pouvoir, il existe, il est à prendre par le Parlement. Aujourd'hui, il y a un pouvoir de blocage du Parlement. Il faut que le Parlement se rende compte et agisse. Merci, madame. Réponse qui arrive à ce moment, puisque le Parlement est. Alors, au Parlement européen, tout est une histoire de bagarre et aussi d'idéologie, et vous le savez très bien. Et en même temps, quand vous avez un Parlement à la majorité qui gagne, il y a 2 jours, réduction de 60% de CO2 d'ici 2030, vous dites qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Vous voyez? Après, on se bat. Alors nous, les écologistes, on est très clairs sur, quel que soit l'endroit où on est dans les pays, parce qu'il s'avère que dans certains pays, nous sommes dans des gouvernements, nous sommes pour que les investissements soient accompagnés de conditionnalités sociales et environnementales. Mais le problème que nous avons, même si nous sommes français, nous portons ce discours-là, et parfois en France c'est très difficile parce qu'on ne les a pas dans nos textes. Et donc moi ce que je dis, et nous devons faire tous ensemble ce travail demain, c'est qu'à chaque échelon nous devrions normalement avoir des conditionnalités sociales et environnementales. Il n'est pas normal que par exemple dans les marchés publics, dans les régions, il n'y ait pas de conditionnalité. Ça veut dire que vous avez dans vos régions des grands groupes, vous les aidez à coût de millions, et quand ils partent, eh ben, ils n'ont aucun compte à rendre parce qu'il y a un vide juridique. Alors qu'on aurait dans nos textes des conditionnalités sociales et environnementales, on pourrait les traîner devant la justice. Mais on ne peut pas aujourd'hui, parce qu'il y a un vide juridique sur les conditionnalités. C'est le combat que nous menons au Parlement européen. Nous essayons aussi de l'impulser au niveau français avec des économistes, Gaël Giraud, etc., sont fer de lance sur ce débat. Mais à un moment aussi, il faut regarder, parce que tout à l'heure, votre question qui était fort intéressante, c'est qu'est-ce que font les citoyens? Les citoyens, moi je regarde, ils s'engagent de plus en plus, et la Convention citoyenne l'avait aussi dit. Oui, l'avait dit, et à un moment, on ne peut pas juste jouer avec, notamment cette démocratie participative. Moi, je trouve que la Convention citoyenne est un outil extraordinaire. Mais il faut jouer le jeu, les politiques. Respectons ce que dit la Convention citoyenne à ce moment-là, et mettons en action. Et arrêtons de dire, on va le faire, mais dans 5 ans. On va le faire dans 10 ans. Vous savez, moi, j'étais dans le Grenelle de l'environnement en 2007. J'étais beaucoup plus jeune. Mais en 2007, vous regardez, je vous invite à faire ça, tiens. Regardez les conclusions du Grenelle de l'environnement. Il est écrit, d'ici 2020, part du fret en France, 14%. Réduction d'ici 2020 de 50% des pesticides. Vous voyez, il y a déjà tout fait. C'est en 2007. Et on se dit, on est déjà en 2020. Rien n'a été fait. C'est parce qu'on a considéré aussi, et ça il faudra le dire, là, moi je considère que beaucoup trop de politique, et vous savez, en ce moment, tout le monde dit, ouais, il faut absolument éduquer les enfants à l'environnement, à la transition, etc. Mais ils sont plus éduqués qu'on ne le croit, en fait. Maintenant, c'est les élus qu'il faut éduquer. Non, mais je vous le dis de manière très sérieuse, parce que même au Parlement européen, qu'est-ce que c'est dur. Et ensuite, c'est pas parce que le Parlement gagne qu'il gagne sur toute la ligne. Et nous avons ce verrou.
Et le verrou est très dur, c'est notamment l'unanimité du Conseil. Parce que la taxe carbone, tout le monde est d'accord sur le principe. Comme tout le monde est d'accord sur la taxe des transactions financières. Vous savez, ça fait 20 ans qu'on parle de... Le mouvement européen, vous avez eu ces débats sur la taxe des transactions financières. Mais ça fait 20 ans. À un moment, ce verrou de l'unanimité va falloir le sauter. Moi, je préfère qu'on ait sur les fiscalités de majorité, mais que l'Europe avance. Et là aussi, on va avoir des grandes discussions, voire des grands combats à mener, pas dans 10 ans, mais dans les mois qui arrivent, parce que je crois que c'est essentiel pour l'Europe. Merci. Une autre question, il y en avait une là-bas. Bonjour, Philippe Béret, vice-président du mouvement européen des Hauts-de-Seine. D'abord, Karima, je voudrais te remercier pour le travail que tu fais au Parlement européen et pour avoir replacé la question de la mobilité au centre d'une problématique plus générale qui est celle de la cohésion économique et sociale. Je voulais réagir sur l'intervention de Pierre Gilbert qui a fait écho aux ateliers de ce matin animés avec brio par les jeunes ambassadeurs du climat sur la problématique de la relocalisation de l'industrie destinée à réduire l'empreinte carbone de la France. Oui, mais nous exportons aussi. Donc nous exportons l'empreinte carbone auprès des pays destinataires. Donc il faut voir les choses dans les deux sens. La question que vous voulez poser concerne d'une certaine manière la politique de concurrence, parce qu'on a d'un côté Karima qui nous parle d'intermodalité. Certains pays européens, à commencer par l'Espagne, le fait depuis des années. Et d'un autre côté, Michel, dans le questionnement que tu as adressé à Olivier Monod, nous renvoie la concurrence entre la SNCF et Transdev. Quand on sait que la SNCF comprend en son sein des sociétés qui se font concurrence entre différents modes de transport, le train, la route et même la voie maritime qui fait concurrence à l'Eurostar, ça laisse rêveur. Et donc la question c'est, est-ce qu'il n'est pas temps, un peu dans le droit fil de ce que disait Pierre Gilbert, de revisiter la politique de concurrence sur la question des transports? Parce qu'en définitive, on est en train de parler d'investissements massifs à faire par le public, parce qu'on doute bien que ce n'est pas les opérateurs privés qui vont faire, dans les infrastructures de transport ferroviaires notamment. Donc c'est la communauté nationale, à travers nos impôts notamment, qui va devoir supporter ça, pendant que l'ouverture à la concurrence du trafic, et merci à Pierre Gilbert là aussi d'avoir bien fait le distinguo entre le trafic passager et le trafic de marchandises, alors que les produits d'exploitation commerciale de ces lignes vont profiter à les opérateurs privés, et que nous, on va devoir supporter les coûts. Et je pense qu'il est temps de revisiter ça, et j'hallucine de voir qu'on en est au niveau où on en est en France sur le fret ferroviaire. Je veux dire, les Suisses et les Autrichiens ont pris de l'avance sur nous, et qu'est-ce qu'on attend? Voilà. Olivier, sans doute. Alors pour le coup, je ne suis pas d'accord avec vous sur le fait que les Suisses et les Autrichiens ont pris de l'avance sur nous. Je crois que malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de camions sur les routes, et beaucoup de camions. Alors il y a quelques autoroutes ferroviaires qui existent, mais qui sont malheureusement limitées en gabarit, parce qu'on ne peut pas mettre tous les camions sur l'autoroute ferroviaire. Vous avez, il ne faut pas que le camion soit trop haut, et les gabarits ferroviaires n'acceptent pas le camion standard. Et donc ce qui fait que on pourrait dire, les trains de camions qui passent sur nos autoroutes, en fait, ne peuvent pas aller en Suisse, donc ils viennent sur les autoroutes d'à côté. Donc je pense que c'est un échec global européen au niveau du ferroviaire. Voilà. Le produit autoroute ferroviaire suisse est séduisant comme ça, mais quand on regarde en termes de flux, combien de camions sont sur ces autoroutes ferroviaires et combien sont sur les autoroutes routières, on voit que là, on a complètement raté l'opportunité de l'autoroute ferroviaire. Sur les axes nord-sud, grâce aux 3 tunnels qui viennent de construire, ils font 70% de part de marché sur un axe spécifique. Mais enfin, par rapport à sa question, en disant que finalement les fonds publics vont moderniser l'infrastructure et finalement c'est la concurrence, le privé qui va en profiter, qu'est-ce que vous répondez? Oui, alors je pense que là aussi c'est une vision un peu, enfin,
je qualifierais, désolé, mais caricatural. Parce que quand je vous parle de Nancy contre Aix-et-Ville, sur cette ligne-là, il n'y a pas 50 000 transporteurs. Aujourd'hui, il n'y a personne. Il reste un petit peu de fret. Hein, heureusement, parce qu'il y a deux entreprises, une cimenterie d'un côté et le transport d'eau minérale à Contrexéville. Et voilà, et c'est tout. Et donc aujourd'hui, on n'est pas dans une vision capitalistique de se dire il y a des grands groupes qui vont s'en mettre plein les fouilles. Enfin, on en est très loin. On est comment remettre un service public là où il a disparu. Alors maintenant, si on veut comparer, dire il y a d'autres entreprises qui vont venir concurrencer et faire du TGV en concurrence à la SNCF, ils peuvent le faire depuis plusieurs années, et force est de constater que personne n'est venu. Pourquoi? Parce que le modèle économique est quand même très compliqué. Il faut venir avec ces TGV sous le bras et c'est un investissement colossal parce que pour le coup, la SNCF est propriétaire de ces TGV et n'a pas de subvention des régions ou d'autres pour financer ces acquisitions. Et aujourd'hui, les grands industriels, Virgin ou d'autres, qu'on avait promis de voir venir sur nos lignes à grande vitesse, ils sont là. Parce que voilà, il faut un très gros investissement et il faut une offre suffisante pour pouvoir rentabiliser, avoir un taux de remplissage de plus de 80%. Quoi. Le seul exemple qui marche en ce moment en Europe, c'est le système italien avec Italo, effectivement, où entre Turin, Milan et Rome, Naples, on a effectivement une compagnie privée, Italo, qui a poussé derrière Trenitalia pour pouvoir se moderniser. Donc là, il y a eu des effets bénéfices. Parce qu'en fait, dans la concurrence, il y a l'open access que je viens de mentionner, puis il y a la délégation de services publics auquel fait allusion Olivier. Vous voulez dire quelque chose? Je voudrais rappeler une chose. Les pays où le fret ferroviaire fonctionne, parce que souvent on regarde les Suisses, mais parce que les Suisses ont décidé d'en faire une priorité. Mais c'est surtout parce qu'il y a une fiscalité. Quand vous regardez l'ensemble des États où il y a une taxe poids lourd, la taxe poids lourd va dans les investissements, notamment sur le rail. C'est ce que font les Suisses, c'est ce que font les Allemands. Le problème, c'est que nous, en France, on n'a pas de taxe poids lourd. Parce qu'il y a quelques années, on a eu un mouvement qui s'appelait les bonnets rouges. Vous vous souvenez? Voilà, on a eu des bonnets rouges, on a dit pas de taxe poids lourd, etc. Sauf qu'on ne leur a pas expliqué pourquoi c'était important. C'est la raison pour laquelle, alors je vous fais un scoop, nous sommes l'un des rares pays, je crois que c'est le 26e, qui n'a pas de taxe poids lourd. Les autres en ont une. Ce qui fait qu'on est un pays à double vitesse sur ces questions-là. Et comme il faut harmoniser, je vous annonce que l'Europe va mettre en place, on ne l'appelle pas écotaxe, on ne l'appelle pas taxe poids lourd, on l'appelle l'euro-redevance, qui est un peu la même chose, qui sera pareil partout en France et en Europe. Qui va venir, qui va venir plusieurs choses. On va plus taxer selon le nombre d'heures, parce que dans certains pays, la taxe poids lourd, vous avez des camionneurs qui payent par exemple pendant un mois, ils roulent pendant un mois en Allemagne, ça ne marchera plus. Partout en Europe, ce seront selon les kilomètres, donc on va calculer le CO2, selon donc, ce qu'on appelle les externalités, donc il y a la question du bruit, etc. Et on va la mettre en place, et ensuite on va flécher l'obligation de où vont aller ces sous. Parce que les États membres, ils font des taxes, mais en France, maintenant, il y a plein de taxes sur les transports, mais ça ne va jamais dans les transports. C'est fou. Là, il y a eu la taxe. On voulait mettre la taxe la taxe carbone. Quand vous regardez la redistribution, ça n'allait pas dans les transports. Il y a un problème de fond. Une taxe sur les transports doit aller au transport. Donc là, une partie ira à la relance du ferroviaire, une autre partie ira à la mobilité urbaine durable, une autre partie ira à la sécurisation de nos routes, parce que certains endroits en France sont trop dangereux, et une autre partie ira à un fonds d'adaptation des petites et moyennes entreprises, notamment de la route. Pourquoi je dis ça? Parce que les camionneurs, si on veut demain faire du fret, il faut qu'elles relancent leur flotte, et c'est ce qu'on appelle du transport combiné. C'est-à-dire d'avoir les bonnes dimensions de boîtes, pour tout de suite, les boîtes aillent sur le rail. Et ensuite, il faut accompagner ce secteur, parce que ce secteur-là, c'est 90% des PME, et on l'a vu, durant le Covid, heureusement qu'elles étaient là pour transporter les marchandises. Autrement, on n'arrive rien.
Mais il faut juste les accompagner et les adapter. Notre problème, il est toujours comme ça. C'est-à-dire, il y a certains secteurs de la route qu'il va falloir qu'ils fassent des efforts et tout ça, mais on est dans une période de transition où il faut éviter de mettre en concurrence les uns contre les autres. Parce qu'au fait, la chaîne des transports, vous savez, la mobilité, c'est comme la biodiversité. On a un panel de solutions dans la mobilité qui doit s'adapter. Tu as raison, Olivier, de dire selon les territoires, selon les demandes. Je suis totalement d'accord. On ne répond pas à une demande des Hauts-de-France qui répondra à une demande de PACA. Ça ne marche pas en fait. Parce que déjà les réseaux ne sont pas du tout les mêmes, etc. Donc vous voyez, mais il faut des outils qui nous permettent d'avoir des orientations, une feuille de route claire. Et le problème que nous avons parfois, c'est que tant qu'il n'y a pas l'harmonisation, chacun fait ce qu'il veut et on a des pays à double vitesse qui ne marchent pas. Cher Gilbert, je peux compléter très rapidement, je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit par mes deux prédécesseurs. Aussi, la question de réduire le tonnage autorisé sur les routes, parce qu'on a la commission qui veut autoriser les camions à remorque, des monstres de 19 tonnes, qui en plus abîment l'infrastructure routière publique, enfin privée mais construite par le public. La question de la signalétique aussi, pour faciliter les transits entre les pays européens, ça c'est très facile d'harmoniser tout ça, tant on ne le fait pas, il y a des lourdeurs, il y a des... Enfin bref. Et puis, moi je suis d'accord quand tu dis qu'il faut pas... en fait, la transition écologique, de base, il ne faut pas qu'il y ait de perdants. Il faut que les filières problématiques, entre guillemets, deviennent des acteurs de cette transition. Et quand tu parles de la filière transport routier, effectivement, il faut que ce soit les acteurs de l'intermodalité, voilà. Mais j'aimerais attirer ton attention sur le problème du travail détaché dans ce secteur-là. Parce que, en fait, les chauffeurs français, on n'a pas tant que ça. La plupart des chauffeurs, c'est les pays de l'Est, et les pays de l'Est font du lobbying pour maintenir ce système-là. Donc, voilà. Je fais un tac au tac. Je dis à Pierre, il y a un mois, un mois, nous avons validé ce qu'on appelle le 4e paquet, notamment mobilité. Dans le 4e paquet mobilité, ça veut dire qu'il y en avait 3 avant, hein, qui a duré en négociation 3 ans de ma vie. Je vous dis ça parce que ça a été très dur et nous avons enfin réussi à harmoniser notamment le statut des travailleurs de la route, les routiers, dans le travail détaché, qui aujourd'hui, obligation de rentrer chez eux après une période de travail. Avant, certains, oui, pays de l'Est, laissaient leurs camions, par exemple, en Allemagne ou en France, et faisaient une rotation de salariés, ce qui créait du dumping social. Obligation pour les employeurs notamment, de faire en sorte que les routiers ne puissent plus dormir dans leur cabine ou dans des parkings. Ça, c'est terminé. Travail égal, salaire égal. Je ne vais pas tous faire la liste, mais ce problème-là est réglé et il est vrai qu'on n'en a pas entendu beaucoup parler. Alors que pour moi, c'était un grand pas de l'Europe sociale. Par exemple, terminer les boîtes aux lettres, les entreprises boîtes aux lettres, obligation d'avoir ce qu'on appelle un tachygraphe, les tachygraphes dans les camions, pour savoir combien d'heures ils travaillent, pour tout est contrôlé, pour faire attention notamment à des routiers, parce que plus vous roulez, plus ça peut créer au niveau de la sécurité routière des graves ennuis. Donc tout ça, ça a été encadré, et on est à la manœuvre, et j'ai pas vu un article de presse parler de ça, alors que c'est une grande victoire. Et je peux vous assurer que moi j'ai passé 3 ans et la dernière négociation, c'était tous les jours jusqu'à 7h du matin, qui commençait 18h le soir, jusqu'à 7h. Et c'est là où justement on a un problème de fond, c'est comment se fait-il que des batailles comme ça, on ne le sache pas, et qu'on est toujours dans du fantasme, comme tu viens de le dire Pierre, c'est dire, et c'est quand vous allez réglementer les travailleurs détachés, ou les eurosceptiques, ou les anti-Europe nous le disent toujours. Mais qui sait qu'on a... Ça y est, c'est fait il y a plus d'un mois. Personne. Vraiment. J'en encore une ou deux questions. Une ou deux questions. Tout là-haut, là. J'en vois une là-haut. Qui a déjà le micro? Si. Eh bien, parlez. Alors, je suis Roxana de Jeux Européens de Toulouse. Et je voulais poser une question sur ma réponse à cet atelier.
la réponse compatibilité entre la mobilité, croissance et le respect de l'environnement, pour moi, et je pense que pour mon collègue aussi, Maurice, c'est le vélo. Et la question que je me pose, c'est pas de l'ordre municipal, comment organiser les routes afin que les gens qui utilisent les vélos soient en sécurité, mais plutôt de l'ordre de comment rendre l'utilisation du vélo pour des longues distances plus facile. Et je pense notamment à la place du vélo dans les bus ou dans le train. Ça a été un peu répondu tout à l'heure. Alors, réponse courte. Dans la loi française, il y a une nouvelle obligation qui prévoit que dans tous les nouveaux cars là, qui vont être construits, alors j'ai plus la date en tête, mais c'est vraiment immédiat, on prévoit systématiquement des emplacements pour les vélos dans tous les cars. Alors, c'est pas des bus urbains, c'est des cars qui font plutôt de l'interurbain. Et donc, la balle est renvoyée au constructeur pour voir quelles sont les solutions concrètes. Donc, il y a des systèmes qui existent pour s'accrocher au cul du car, d'autres, ça peut être à l'intérieur. Mais voilà. Donc là aussi, on parlait des constructeurs de voitures-lits qui doivent aussi se remobiliser. Les constructeurs de cars et de bus aussi doivent se remobiliser pour rendre cette facilité concrète. Très bien. Une autre question. Là-bas, tout là-haut, monsieur, je l'avais déjà vu. Est-ce que je peux répondre sur le vélo? Parce que très rapidement. Très rapidement. Nous, on a décidé l'obligation dans les trains, là, il y a 4 jours, au niveau européen. Maintenant, le vélo, son problème de fond, c'est qu'il faut faire des politiques cyclables. Ça a été dit tout à l'heure très bien par Pierre. On ne peut pas faire juste du vélo en partage, par exemple, les Vélib, etc. Ce n'est pas une politique cyclable. Il faut des infrastructures sécurisées, il faut des parkings à vélo, il faut vraiment des pistes cyclables. Et puis, il faut apprendre à faire du vélo. Parce que, vous savez, on est le pays du Tour de France. C'est une écolo qui le dit. Je ferme la parenthèse. Voilà. On est le pays du Tour de France, mais on est le pays où on fait le moins de vélo. Parce que dans notre culture à nous, le vélo, c'est pas un moyen de transport, c'est un jeune homme dynamique avec un petit short moulant qu'on appelle un cycliste sportif. Et donc, le Covid nous a amené ça, c'est que le vélo est un moyen de transport désormais comme un autre, mais il faut, et je suis d'accord avec toi, lui consacrer de la place partout pour faire de l'intermodalité. Et ça, c'est un grand chantier dans les villes, mais pas seulement dans les villes, dans les métropoles et aussi dans les régions. Le problème que nous avons en France, c'est la question de la gouvernance de cette mobilité. Alors je ne sais pas si Olivier ou Pierre, vous avez le même sentiment que moi, mais au fait, les villes ont des compétences sur le transport. La région a des compétences sur le transport. L'État a des compétences sur les transports. Les départements, c'est la... Et vous voyez, quand on est à l'échelon européen, en fait, parfois on se dit, mais au fait, qui est responsable de quoi? Et donc, moi, je crois qu'en termes de millefeuille administratif, à un moment, je pense qu'il faut peut-être faire comme les Allemands ou d'autres villes, c'est de dire la région doit avoir une grande compétence transport, puisque quand vous faites une piste cyclable dans une ville, c'est quand même dommage qu'elle s'arrête parce que le maire d'à côté ne veut pas de piste cyclable. Ça s'arrêtera là. Alors que c'est à côté, vous voyez. Puis en plus, au niveau macro, vous faites faire des économies à la Sécu, ce qui est quand même... Je suis sûr qu'on s'y retrouve. Hein, le petit exercice physique quotidien, voilà. Exactement. Allez, il vous reste moins de 10 minutes, donc j'aimerais qu'il y ait le maximum de questions en moins de 10 minutes, donc des réponses courtes, bien sûr, des questions courtes et réponses... Le monsieur tout là-haut, non, c'est une dame encore. Oui. Bonjour, je m'appelle Yana, je suis adhérente du mouvement européen Paris. Je voulais sortir un peu de la question du train et revenir sur le transport maritime. Tout à l'heure, Madame la députée, vous avez évoqué le besoin de réguler le transport maritime et apporter plus de transparence pour le consommateur. Donc je voulais savoir si vous étiez favorable à une introduction dans un système de labellisation qui permettrait plus de transparence et finalement laisser aussi, enfin inciter le consommateur, le citoyen de faire ce choix des produits qui doivent être transportés de façon plus durable et récompenser les armateurs qui ont peut-être fait des investissements dans les navires, etc. Très rapide, alors je suis présidente, mais les présidents aussi de commission font des rapports. Je viens de rendre mon rapport avant-hier, un grand rapport qui s'appelle la décarbonisation du secteur maritime. Et il y aura justement cette demande de label sur l'ensemble des produits pour savoir
comment c'est venu chez vous. Ça, c'est la première chose. Mais ça ne suffira pas. Le secteur maritime a besoin aussi de taxation sur le fioul lourd. Les villes comme Marseille, etc. sont engorgées par le fioul, notamment lourd, mais ça dégage du soufre, du dioxyde de carbone. Donc tout ça, il faut réduire, créer ce qu'on appelle une zone, la zone écale, une zone basse émission. Il faut savoir que des pays comme l'Asie, demain, ne voudront plus démanteler nos bateaux. Donc il va falloir et là, Pierre, on a beaucoup de boulot parce qu'il va falloir lancer une politique justement de réindustrialisation, mais d'économie circulaire de ces bateaux. On est en train de promouvoir les bateaux, ce qu'on appelle les bateaux à propulsion par le vent. On a une grande entreprise et on a les chantiers de Saint-Nazaire qui savent faire ça, qui pourraient justement alimenter l'ensemble de l'Europe par ça. Donc on est en train de les pousser. Et la dernière chose qui, moi, me paraît intéressante, c'est qu'il va falloir que les ports deviennent des zones à émission zéro. C'est la raison pour laquelle demain, alors par exemple, vous allez au Havre, moi je suis allée au Havre, à Dunkerque, à Marseille, tout le monde dans les ports, il y a des lignes de train. Sauf qu'elles ne sont pas rénovées, à part pour l'instant le Havre, où j'ai vu, c'est en train de marcher. Donc il va falloir aussi relancer le fret ferroviaire sur les ports, parce que là c'est ce qu'on appelle du report modal, et ensuite il va falloir équiper, notamment sur de l'électrique et de l'hydrogène pour l'arrivée des bateaux. Moi je fais attention à ce qu'on appelle de l'électrique, notre mix énergétique, parce que nous sommes dans un pays nucléaire, et donc vous savez que le nucléaire, alors je me suis fait un petit peu squeezer sur les réseaux sociaux, parce que je parlais de la voiture électrique. Et non, la voiture électrique ne roule pas à l'uranium, mais dépend du lithium. Donc, pour moi, les questions d'énergie, il faut toujours revoir à la source de quelle énergie. Donc, il faut moins consommer d'énergie, toute la sobriété, mais il faut demain que la France devienne un grand pays des énergies renouvelables. Donc, il faut vraiment vite investir dans les renouvelables. Deux dernières questions. Donc, monsieur Boulaoué, après ici, voilà. Monsieur, vous avez le micro là-haut? Oui. Allez-y. Yann Collier, Mouvement européen Ille-et-Vilaine. Je voulais savoir si l'Union européenne promeut l'intermodalité respectueuse de l'environnement dans ses relations avec les partenaires non européens ou dans son action. Par exemple, justement, ce que disait à l'instant Madame Dely sur l'énergie. Par exemple, la promotion d'énergie renouvelable, contrairement à l'épuisement de métaux rares dans des pays du tiers-monde. Tu veux répondre? Mais très court. Non, ça n'inspire pas. Très rapidement avec... Vas-y. Bon, question embarrassante. Non. 3 mots. Non, mais la question des énergies renouvelables, notamment dans les partenariat avec des pays tiers, pour nous, c'est un chantier qui débute. Mais le problème de fond, vous regardez rien que les traités de libre-échange, cette question-là n'est même pas évoquée. Et moi, je pense que sur les questions de conditionnalité demain, les questions énergétiques devront être un axe prioritaire, par exemple. Vous voyez, quand tout à l'heure, je parlais de la zone ECA en Méditerranée, donc ça veut dire Marseille, etc., qui ont des bateaux qui vont avec les pays du Maghreb. Ça veut dire que ce sera réciproque. Si on équipe en hydrogène, en électrique issu des renouvelables, tous ces ports, il faudra aussi que ces ports-là soient de la même énergie. Autrement, ça va poser un problème. Là, en ce moment, le vrai problème que nous avons sur les questions énergétiques, c'est la question du Brexit. Et notamment de nos collègues, de nos voisins britanniques, parce que la question énergétique va devoir se poser en termes de nouvelles relations avec un pays tiers. Et là aussi, ça va être très important dans les nouveaux contrats qu'on aura avec eux, de pousser justement sur les questions, notamment des énergies renouvelables et pas du nucléaire. En tout cas, moi, ce qui me concerne, je pense que c'est pas là où est l'avenir. Voilà. La DER des DER, parce que nous allons effectivement arriver au terme du débat. Donc Bernard, là-bas. Bernard de la DER, Normandie et Mouvement européen France. C'est une réflexion pour revenir un peu sur la mondialisation. La mondialisation, c'est-à-dire importation, exportation, ça a permis de créer combien de centaines de millions d'emplois en Asie, et ça doit pouvoir en créer combien de centaines de millions en Afrique, qui est le continent qui attend d'avoir du travail. Est-ce que ça, c'est une réflexion que nous devons avoir ou pas? Réponse rapide. Pour en conclure.
Personnellement, il y a, enfin, je veux dire, des centaines de millions de travailleurs en emploi, mais de travailleurs en Asie, mais de quelles conditions de travail on parle? Vous y êtes allés? Et vous y êtes allés? Oui. Ouais, ça va, les gens sont heureux là-bas. Ouais, les gens sont heureux, puis on reverse pas du tout des décolorants dans les rivières. Enfin, en Chine, ça n'existe pas, tout ça. On n'alimente pas du tout les usines au charbon. Je veux dire, tout ça n'existe pas. Donc, Mettez-vous au courant. Ok, bah je me mettrai au courant, très bien. Concernant l'Afrique, l'Asie et en fait l'Europe, je pense que c'est mal avoir saisi les enjeux climatiques que de poser cette réflexion-là. Pourquoi? Parce que les différents chocs exogènes dus au climat qui vont se multiplier intiment de rendre plus résilientes nos chaînes de valeur. Et la raréfaction du pétrole, c'est aussi voilà, pose aussi cette question-là. On a vu au début du Covid, en fait, la plupart de nos médicaments, en fait, ils sont produits en Inde. Maintenant, nos principes actifs, ils sont produits en Inde, en Chine. Donc, il y a des questions de résilience élémentaire, de sécurité, de souveraineté élémentaire. Il ne faut pas non plus oublier que dans toute une partie du monde, les conditions de vivabilité simple, à cause du changement climatique, vont être dramatiquement perturbées. En 2075, si on persiste business as usual, en fait, on a tout le bassin du Congo qui, à cause de conditions d'humidité et de chaleur combinées, va devenir invivable plus de 100 jours par l'année. Côte sud de l'Inde, pareil, Asie du Sud-Est, pareil. Donc, quid de quel futur industriel dans ces conditions-là? Moi, je pense qu'il faut pas... il faut permettre à ces pays aussi de penser... de ne pas refaire les erreurs que l'Europe a faites. On peut passer directement à un modèle de passer par l'industrialisation problématique et carbonée. Enfin voilà, je veux dire, il y a un modèle de développement à réinventer pour ces pays-là et par ces pays-là aussi. Et on peut, à mon avis, passer directement à des modèles résilients, circulaires, agroécologiques, sans qu'il y ait le siècle d'industrialisation à l'européenne. Merci à nos intervenants, merci à la salle, et puis bonne soirée et nous on continue. Pour celles et ceux qui vont se rendre à la réunion des présidents de section et les ONM, ça va se dérouler en salle Temple. Dans le bâtiment, nous avions nos ateliers ce matin. Voilà. Merci à vous. Et sinon, pour les autres, on se retrouve pour le dîner à l'hôtel de ville. Merci. À quelle heure? Vous pouvez venir à partir de 19h30, 20h, mais le dîner commence à 20h30. Merci à vous. Comment on fait? Non. On peut y aller, mais je passe un coup de fil à Daniel. Oui, je sais, quand même.
récupéré par les entreprises.
on assiste aux conférences, bon, c'est cool, j'ai du débat. Non, c'est totalement. En fait, c'est pas que c'était mieux. Et ce moment-là, je me suis dit, Thomas. Non, c'est et le mec qui nous a dit que les sociétés un direct, mais c'est pas une conférence parce qu'en fait, elle est filiale de la Chloé bah, elle est à côté de moi là actuellement. Elle te dit bonjour. Bonjour. Voilà. T'as trop ma visité. Voilà. Oui, elle fait concours. Bon bisous. C'est la journée. Je suis à Victoire. En fait, les médias, oui, parce que l'extérieur des peut-être non, ça va. Et Karen a dit, incroyable. moi j'ai pas la mais elle a des trucs que On n'a pas l'habitude parce qu'en fait on se rend pas compte. Ouais, je suis très individualiste. C'est pas au-delà de ça. C'est qu'elle a mené des combats mais vraiment toute seule. Les Verts, aujourd'hui les Verts c'est un peu politique. Quand elle a commencé en 2009, un peu parce qu'il y avait Daniel Cohn-Bendit. Mais c'est pas comme ça. La mandature 2014-2019, les écolos au Parlement européen, ils en ont chié. Parce qu'ils étaient toujours regardés comme des boucs émissaires de voilà, vous utilisez les trucs en public, etc. Et maintenant que le Parlement européen, c'est ce que je disais, aujourd'hui le Parlement européen, pourquoi est-ce que l'objectif de 100% est passé? C'est qu'aujourd'hui on a un Parlement européen qui est d'opposition. Non, je ne sais pas, il était temps, il n'est pas tard. C'est que quand tu regardes les députés, moi je regarde toujours sur le facteur factuel, pas sur le facteur politique. Mais je sais, non, pas politique, toi tu es politisé. Non, je suis politique, j'ai une salle de sciences. Oui, mais... Très bien, moi je regarde toujours les choses avec un angle de vue plus large. Le Parlement européen, quand tu regardes, je me suis fait la réflexion que c'est transmettre. Non. Dans la plupart des pays, tout le monde prenait, ce sont des gens qui siègent en opposition. Quand aujourd'hui, la délégation qu'on appelle française, majoritairement des gens qui sont en opposition. L'Allemagne, c'est pareil. L'Autriche, c'est pareil, etc. En fait, ça te fait un Parlement européen qui aujourd'hui est à 60% qui est dans l'opposition dans ton propre pays. Ce qui fait que si tu t'opposes dans ton propre pays, tu t'opposes aussi au Conseil. Oui, parce que le Conseil représente les États. Et donc l'objectif de 60% est aussi une manière de s'opposer radicalement avec les objectifs du Conseil qui étaient déjà très réticents. On prend un objectif de 40 à 40%. Thomas, tu voulais pas. Ah, je voulais chercher les liens. Parfait. Tout le monde peut se faire interviewer. Ah non, c'est pour te dire. Oui, tu l'avances pas. Ça a été très important de lui, j'ai toujours pour toi. À la formation, il y a un bouquin avec voilà, on a peu dit là. Moi, je l'appelle, je le vois, par exemple, globalement, il faut savoir effectivement garder sa place. Moi j'ai adoré quand même. Ah non, attends, en fait, c'est juste. En gros, non, vous lève les titres. Ah non, parce que la formation, en fait, elle se passe comme c'est juste un bénévole. Alors, quand je vais interviewer les deux jeunes, puis après, je peux t'interviewer. Moi, je fais que deux garçons. Là, tu fais que deux garçons. Parce que je fais l'émission là, puis on ne va pas parler de la même chose. Mon papa fait tout
là. Oui. Je sais pas, on peut rester là, monsieur, ou non, vous fermez? On ferme la salle, monsieur. Vous fermez la salle. Donc, et sinon, vous la rouvrez que lundi, donc ça va pas. Voilà. Sinon, ça vient rester, il faudra rester tout le week-end ici.